Honoré de l'invitation. Donc, Obrazor va participer au principe de l'émission qu'on a appliqué lors de l'épisode 1, où on va l'interviewer sous forme de questionnaire, on va dire, qui va se baser sur 5 thématiques tirées au sort parmi une liste de 30. Donc, c'est des thématiques assez diverses. Et en gros, l'idée, c'est sur ces 5 thématiques, te poser une question pour savoir qu'est-ce que ça t'évoque en fait de positif et de négatif. Donc, je dis bien et non pas ou. L'idée du coup, c'est d'avoir voilà, un avis sur le positif et le négatif. Et ensuite, en fait, à la toute fin, tu pourras nous raconter une anecdote sur la thématique de ton choix. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est clair. C'est clair. Super. Bah du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous raconter un peu lié au Brasor et qu'est-ce qui t'a amené ici? Bah déjà, je vais essayer par honnêteté intellectuelle de remettre les choses. Contrairement à ce qu'on a dit, je sais pas, je n'ai pas d'origine irlandaise, malgré le haut de Haut-Brasor, et aussi la couleur de mes cheveux, hein, Ouais. qui fait rouquin. Non, je suis français, je vis en France. Je suis né en France, hein, d'ailleurs. Et je suis d'origine sénégalaise. Donc, le Irish n'est que dans mon apparence. Et peut-être dans mon attitude, hein, ça on verra, hein. Ce sera à vous de juger. Voilà. Ça marche. Ouais, de toute façon, on sait très bien que le Sénégal et l'Irlande, c'est des pays très proches, des pays qui sont situés géographiquement très très proches et même culturellement, voilà, c'est assez lié. Ouais. Ok, super. Bah, du coup, enfin, je vais te poser une petite question. Donc toi, voilà, si tu es là aujourd'hui, c'est pour une raison particulière, c'est que tu es un apostat de la religion musulmane. Et du coup, le temps que je fasse moi le tirage des 5 thématiques, est-ce que tu peux nous raconter à peu près, voilà, rapidement, succinctement, comment t'es arrivé du coup à cet état d'apostasie, si je peux l'appeler comme ça, À ces statuts plutôt. statut. Bon, du coup, bah, je vais le faire en T chronologique, comme ça c'est plus. Voilà. En tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. J'ai apostasé il y a à peu près 7 ans. 7 ans, ça veut dire, bah, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment conscientisé le fait que voilà, je ne suis plus musulman et que bah, ma vie voilà, ne sera plus dictée selon les dogmes musulmans. Mais avant ça, j'étais quand même voilà, un musulman qui était proche de la sortie, hein. Ça a commencé il y a, on va dire, il y a une douzaine d'années. J'étais, on va dire, à partir du lycée, un musulman très croyant, très pratiquant et même proche du salafisme, hein, on va dire. Parce que j'ai eu quelques rencontres, notamment avec un prédicateur salafiste, hein, les fameux prédicateurs de quartier. Et Est-ce ça que, m'a mis un... rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un prédicateur salafiste? Ouh. Bah, je vais te raconter rapidement l'histoire. Pour, En fait, c'est quelqu'un qui est là, barbu, en espèce de robe, voilà, en robe orientale, qui vient dans le quartier et qui dit, voilà, cher frère, euh, bah, je viens te voir parce que, voilà, la religion, c'est la meilleure des religions, c'est la vérité, nous a rapporté la révélation, etc. Nous avons un petit coin dans lequel nous allons prier. Bah, viens et bah, voilà, ça te coûte rien de venir prier et après, voilà, de discuter de la religion et voilà, ça peut t'apporter que du positif. Donc ça commence comme ça le premier contact avec un prédicateur. Et donc du coup, après, bah,
bon, t'es intéressé, tu dis, bon, ok, t'es intrigué, voilà, t'y vas, tu fais ta prière, et après, voilà, le fameux prédicateur commence à te parler de la foi, te parler des bienfaits du Coran, commence à te parler aussi de qu'est-ce qui te fait devenir un bon musulman. Et donc, voilà, ça se fait par la proximité, hein. Donc, on essaye de créer un lien chaleureux, etc. Voilà, ça, c'est des petites discussions de 30 minutes. Après, on rentre à la maison jusqu'à la prochaine prière où on revient dans le même endroit. Et voilà, et au fur et à mesure, tu te crées une habitude où tu vas prier avec ces personnes-là et voilà, tu essaies de te renforcer ta foi parce que tu penses que c'est la bonne voie. Voilà. Je sais pas si D'accord. j'ai bien, si j'ai bien défini Oui, ce c'est que c'est qu'un parfait. prédicateur, mais voilà. En gros, chez nous, en Algérie, on peut appeler ça imam, par exemple. Je sais pas si c'est la même Oui, chose. Mais, oui, mais mais c'est vraiment plus, quoi. imam de la Hein. street, Imam quoi. plus, Voilà, plus. Ouais, c'est ça. voilà, c'est Imam de ça, la imam de street. la street. Ok, Et il vient super. te voir quand t'as froid, parce que c'était genre en printemps, il n'y a pas encore les fortes chaleurs. T'as pas forcément chaud, il te dit que t'inquiète pas, c'est Allah qui t'accorde la chaleur, t'inquiète pas, là, c'est Allah qui. Voilà, tout s'explique par Allah. Donc, Ouais. jusqu'à que. Voilà, jusqu'à que tu arrives à te contredire toi-même, quoi. Tu sens que t'as froid, mais Allah, t'inquiète pas, il va te réchauffer. Si ça pouvait être si simple, ça réglerait le problème de l'énergie cet hiver qu'il va y avoir en France, en tout cas. Partout dans le monde, d'ailleurs. À cause de la guerre en Russie. Je sais pas, Sinon, si tu m'accordes deux fois d'être un peu blasphémateur, mais tu me tends des Bah, perches, là. c'est pas vraiment du blasphème, hein, c'est juste de l'humour. Voilà, on n'est pas en train de blasphémer quoi que ce soit. Et de toute façon, on était ces personnes-là, on y croyait, tu vois. C'est pas comme si on était hors sujet ou quoi, tu vois. Donc, je pense qu'on a le droit de parler quand même. Justement, c'est tout le but de cette démarche, de ces interviews et tout. C'est vraiment la liberté d'expression, libérer la parole autour de ce sujet qui nous berce depuis toujours, quoi, et qui continue de bercer jusqu'à notre mort. Donc, voilà. Ok, et du coup, est-ce que tu peux continuer le chemin Oui, donc du vers... coup, là, c'était un peu l'âge du lycée, où vraiment adolescent, t'as 17 ans, t'as envie de. Voilà, tu veux donner un sens à ta vie, et tu es aussi idéaliste. Donc tout ce qu'on te fait boire, toute la boisson religieuse, en fait, voilà, c'est exquis et ça te pousse vers un idéal, on va dire. Et du coup, c'est là que ça a commencé un peu ce processus. En fait, on va dire c'est l'apogée de ma foi hein, à ce moment-là. Hein. Donc, je croyais à tous les hadiths, genre par exemple le fameux hadith où si tu as ton pantalon bah, qui, la manche de ton pantalon qui s'étend en dessous de ta cheville, bah, tu vas en enfer. Bah, ça, j'y croyais. J'étais arrivé à ce point-là. Et j'arrivais même à faire des débats à la maison. J'arrivais même à imposer des choses à la maison et faire des débats sur des pratiques soft que mes parents faisaient et leur dire non, mais ça, c'est pas l'islam, c'est ça. J'ai essayé voilà, de faire un peu le professeur religieux à la maison. Obrador, Shir Obrador. Ouais, Chir, ouais, un peu aussi Chir pédant, quoi. Chir un peu orgueilleux, quoi. Genre la Ouais, vérité, c'est moi et voilà, quoi. oui. Mais bon, après ça, voilà, il y a eu une bonne phase où je suis redescendu en pression, hein. Parce qu'à l'époque, j'allais tout le temps à la mosquée pour prier, la petite mosquée du quartier, on va dire. C'est pas une vraie mosquée, hein, c'est une petite cabane qu'ils avaient construite. Et j'y allais tout le temps. J'y allais le matin. Quand j'allais pas en cours, j'y allais pour toutes les prières. Hein. Donc, le Zohr, voilà, l'Arsara, voilà, Maghreb et Maghreb, compagnie, quoi. Isha. J'allais à toutes les prières. Hein. T'es allé aussi au Fajr, donc le truc du matin? Fajr, oui, oui, oui. Ah Je me ouais. levais à 5 heures et j'y allais, oui. Avec cette sensation d'être béni euh, quand tu marches vers la mosquée, quoi, par les anges. Bah, tu sais, du coup, peut-être au pire des cas, peut-être que tu iras au paradis grâce à ça. Ah,
Je te dis pas à chaque fois, à chaque étape de mon rapprochement à l'apostasie, à chaque étape, je me disais, mais, oh ouais, ah ouais, je pars de là, quoi. Ouais, c'est ça. Je pars de cet état-là, quoi. Oh là là. C'est soit je vais en enfer et bon, voilà, Dieu, il truc, soit vraiment, je vais revenir à cette fois-là et je vais redevenir, pour de bonnes raisons cette fois, de raisons extérieures, de se dire, voilà, je vais essayer de voir bah, le mensonge et redécouvrir la vraie vérité pour que la vérité soit plus savoureuse et plus, voilà, plus véridique, on va dire. Mais bon, c'est jamais arrivé, hein. Entre guillemets. Ok, Donc ça du coup, marche. oui, donc la période lycée, c'était vraiment la période de vraiment beaucoup de fois. Après, bah, moi j'ai étudié, hein, j'ai fait un master en chimie. Donc au fur et à mesure bah, de mes études, bah, il y a des choses qui m'ont un peu, voilà, qui m'ont d'abord questionné. Et après, bah, c'est devenu des contradictions. Et ensuite, bah, quand tu as des contradictions, généralement, bah, tu t'es on va dire, t'es dans l'inconfort en fait. Et donc Ouais. du coup, bah, il faut que tu te positionnes. Et donc au final, bah, voilà, il y a des choses qui passaient pas, quoi. Bah, Et surtout que la chimie, tu vois, dans l'épisode 1, je parle, enfin l'épisode 0 même, donc c'était l'interview que j'ai fait avec Momo d'Apostat Islam, le podcast, mais c'est passé aussi sur Twitch. On a parlé justement de tout ce qui était infiniment petit. Et c'est quelque chose qui me passionne ces derniers temps, depuis que, voilà, depuis que j'ai libéré de l'espace dans mon cerveau, j'arrive à penser voilà, un peu plus loin qu'avant. Et du coup, j'ai regardé plein de vidéos sur ça, etc. Et franchement, ouais, c'est pour moi tout ce qui est petit, tout ce qui est chimique, enfin toute la chimie, etc. Pour moi, c'est ça le divin, tu vois. C'est ça le futur. Ouais, et c'est quelque chose qui est déjà en nous, tu vois. Donc ouais, je comprends du coup. mm. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien décrire la chimie comme la science la science de la matière. Oui, Et donc, du coup, parce que nous, on dit oui, il y a des produits chimiques, etc. Bah, la chimie, c'est pas que ça, hein. C'est l'air que tu respires, c'est bien sûr, c'est pas dans les c'est tout ce interactions qu'il y tout a. ce qui nous entoure. Ouais. Exactement, exactement. Moi, c'est comme ça que j'aimais bien le définir à l'époque, d'une manière vraiment globale. Ok. Et donc voilà, Euh, donc et petit donc, à du coup, oui, petit, par exemple, voilà, exemple, théorie de l'évolution, bah, c'est ça voilà, qui m'a posé vraiment voilà, des questions un peu compliquées. Et donc, au final, bah, j'ai creusé hein, la théorie de l'évolution pour trouver des failles, hein. Darwin, c'est un juif, voilà, il dit des trucs bizarres, c'est un complot. Après, voilà, je rentre vraiment dans les détails, la phylogénétique, parce que c'est vraiment la génétique qui a vraiment forgé ça, quoi. La génétique, c'est quelque chose dont tu ne peux pas Voilà, tu peux faire des extrapolations, mais tu peux pas en faire beaucoup. On va dire sur les caractères, bah, la forme des yeux, le nez, etc., tu peux extrapoler. Mais sur la génétique, tu ne peux pas beaucoup extrapoler. Et voilà, voilà, c'est évident, en tout cas, au fur et à mesure, ça m'a paru évident que l'être humain n'a pas été créé il y a 5000 ans. 5000 ans. Nous ne sommes pas issus de deux personnes, voilà, ce qui paraît logique hein, dans l'esprit humain, mais ce qui ne l'est pas. L'évolution, ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas l'homme descend du singe, mais c'est un buisson. C'est des ramifications et des ramifications. c'est des L'homme et le tentacules même, je singe, dirais. oui, 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 on peut dire ça aussi. Voilà, donc c'est plus complexe que ce qu'on peut te dire. Et donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment voilà, passionné. Et donc j'étais rentré dedans. Et au final, bah, quand tu... Bah, voilà, et c'est comme une balance, hein. D'un côté, la balance, elle devient lourde. Et bah, à un moment donné, bah, on doit bien reconnaître que bah, l'islam... Ah, peut-être que l'islam voulait dire ça. Voilà, c'était plutôt des questionnements au départ. Peut-être que c'est pas 5000 ans, mais qu'il faut métaphoriser, voilà, etc. Ça, c'était vraiment la phase, euh, la préphase avant de dire, ouais, en fait, bon, non, en fait, l'islam dit n'importe quoi. Ok. Et donc, c'est Donc, ça, principalement, qui m'a fait sortir de l'islam avec une grosse touche de scepticisme, voilà. Euh, c'est le scepticisme qui m'a permis vraiment de juger, on va dire, le vrai du faux. donc Et toi, donc, tout c'est... ça, ça a duré, excuse-moi, hein, Oui, tu voulais vas-y, dire quelque vas-y, chose? pardon. Et Non, donc, non, tout ça, ça vas-y. a duré une douzaine d'années, hein, une douzaine d'années, jusqu'à arriver il y a Ah ouais. 7 ans où, vraiment, voilà. Euh, c'est comme une exponentielle hein, au départ, c'est des petites questions et à la fin, ben, quand tu commences à te dire que c'est faux, tu regardes tout. En fait, tout ce que
tous les éléments de ta croyance, en fait, tu les revois, tu les révises pour voir, voilà, est-ce que ça vaut la peine ou pas. Bah, au final, bah, c'est comme une exponentielle, hein. Tu dis, ah ben non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et en très peu de temps vers la fin, bah, tu arrives à dire que bah, la religion n'est qu'une construction humaine, Ok, bah du comme on coup, disait. c'était ça ma question. Donc, toi, en gros, tu t'es replongé après dans les textes pour essayer de débunker ça, pour essayer de voir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Ou est-ce que c'était juste comme Oui, ça? T'as pas eu, non, non, mais t'as par même pas pris exemple, la peine, en fait. oui, mais tu vois, par exemple, des croyances fortes que j'avais avant par rapport, par exemple, je peux te sortir les miracles du Coran. Ouais. Les miracles du Coran, lorsque j'ai regardé la vidéo YouTube, les miracles du Coran, les textes aussi, hein, des pages sur Internet, ah, j'y croyais très fort, quoi. Très, très fort. Ah, le Coran, voilà, c'est la science, avec un grand S, etc. Et en ayant les doutes et en ayant les confirmations scientifiques, je suis revenu dessus avec un autre regard. Et là, et là, c'est complètement l'inverse. C'est un regard, c'est approximatif. Ça se voit que ce n'est que le fruit de quelqu'un qui n'avait pas toutes les connaissances qu'on a actuellement et voilà, c'est que des connaissances de l'époque. Et il y a même des contradictions, des choses qui ne sont pas exactes. Donc ça rentre aussi en contradiction avec le fait que le Coran, c'est la perfection, voilà, et que ça vient d'un Dieu qui est omniscient et voilà, qui a la science. Et donc du coup, bah voilà, c'est trop bizarre, mais tu revois la même vidéo avec les mêmes arguments et tu es pas du tout convaincu. Et tu es même convaincu que c'est faux, quoi. C'est vraiment étrange. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ok, ça marche. Donc voilà, globalement, il y a 7 ans, t'as fait le pas et du coup, c'est comment la vie depuis, notamment la vie spirituelle, on va dire? Bah ça s'est fait aussi graduellement. Bah, au début, j'étais toujours. En fait, je me souviendrai toujours de ce jour-là où j'ai vraiment dit, voilà, je ne suis plus musulman. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'est que, Il s'est voilà, passé n'est quoi ce jour-là, du coup? qu'une idée. Et bah, tout d'un coup, dans mon corps, j'ai senti une sensation d'apaisement, en fait. Tout d'un coup, je l'ai senti dans mon corps, vraiment, de manière sensorielle, un apaisement. Ah, Ok. enfin, quoi. Enfin, ne plus être dans cette crainte de se dire que bah, je vais vers l'enfer, quoi. Parce que c'est un peu ça, Oui, hein, quand on est parce qu'au musulman. final, c'est ça qui nous retient, en fait, c'est cette peur de l'enfer. Et je pense qu'elle vient juste après la peur de se faire rejeter par sa famille ou on va dire son environnement social. Mais à part ça, c'est vraiment la peur de l'enfer qui nous retient un peu. C'est un peu, comment dire, le syndrome de Stockholm, quoi. C'est ça. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, bon, il faut quand même admettre que Dieu existe. Je suis resté déiste quand même. Je suis pas passé comme ça du jour au lendemain à dire je suis athée. Mais on se dit que, bon, Dieu existe, il y a bien une création, etc. Mais voilà, l'islam n'est pas vrai. Donc on essaye, ouais, on va essayer d'explorer, on va essayer de se créer une autre spiritualité, hein, de se dire, voilà, je vais garder quand même le bien de l'islam, ce qui m'a apporté de bien, et bah, enlever tout ce qui est bah, rite et tout ce qui est voilà, les mauvais côtés du dogme, hein, comme punition, etc. Donc c'est un Dieu qui a créé l'univers, c'est un Dieu qui peut être aussi un Dieu d'amour, un Dieu de science aussi, hein, qui nous Ouais, permet c'est d'essayer, un voilà, dieu que tu façonnes à ta façon, en fait, enfin, à ta manière de voir les choses, quoi. voilà, exactement, exactement. Mais bon, au fur et à mesure, bah, surtout avec la pensée sceptique, bah, plus on avance. Parce que c'est difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Mais par contre, plus tu avances, plus tu peux réunir des faisceaux d'indices qui te permettent voilà, d'affirmer quelque chose. Et là, je suis à ce Ouais, stade-là de dire que Dieu, ce n'est pas quelqu'un. En tout cas, la création, ce n'est pas fait par quelqu'un, mais plutôt par quelque chose. Et donc, c'est ouais. comme ça que j'en suis venu à être, voilà, à me dire que je suis athée, quoi. Ça marche. Bah, tu sais, moi, depuis tout petit, hein, même quand j'étais musulman et tout, je disais tout le temps, bah, Dieu, c'est une force, tu vois, c'est une force qui nous entoure. Parce qu'en fait, quand je prenais la description de Dieu telle qu'elle nous a été enseignée, etc., je me suis dit que c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible que ce soit quelqu'un
enfin, nous, on est à son image, etc. Au contraire, c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à imaginer et tout. Et ça m'allait bien, tu vois, ça m'allait bien. Et moi, contrairement à toi, c'est vrai que j'ai suivi un peu le truc quand j'étais petit et tout pour certaines raisons, mais vraiment au fond de moi, ça n'a jamais pris, quoi, tu vois. J'ai toujours été sceptique. Voilà, depuis tout petit, j'ai eu ce truc, donc c'est cool. Ok, ça marche. Bah, merci d'avoir partagé ça. Je pense que là, on a mis pas mal de temps à discuter de ton apostasie. On peut passer du coup aux parties, à la partie tirage au sort et thématique. Et du coup, on va appeler Maître Kochi. Donc, Maître Kochi, c'est un petit chien qui assure le bon déroulement du, du tirage au sort. Donc, pour ceux qui sont sur Spotify, Amazon enfin, sur les podcasts audio, passer sur Twitch pour voir à quoi ressemble Kochi. Voilà. Et à quoi ressemble au Brother aussi, hein. Et à quoi ressemble le Brazor, à quoi ressemble Nas, à quoi ressemble le chat des Mister Robot, à quoi ressemble la messagère. Donc voilà, il y a plein de trucs à voir, il y a des petites animations. Bon, je commence tout juste, donc c'est pas tout à fait enfin, c'est pas tout à fait clean. Des fois, t'as bug, etc. Mais globalement, ça se passe bien, t'as des petites musiques. Voilà. Donc voilà, je vais passer au tirage. D'ailleurs, Voilà. question, Tac, tac, tu as un tac. chien? C'est- Oui, c'est- c'est ça. Ah, très Je bien. voulais pas le dire, mais Et- oui. Ok. Donc, je procède au tirage. Bon, là, je me suis mieux préparé que la dernière fois, donc ça va aller plus vite. Et le résultat va s'afficher dans 3, 2, 1. Là, c'est comme dans les trois frères, le million, le Le million, million. le million. Alors, je sais pas si regardes enfin, le live sur Twitch, mais je préfère te les lire comme ça, même ceux qui regardent pas, qui n'ont pas la vidéo, savent ce que c'est. Donc, les catégories sont être LGBT, relations familiales, sécurité, sciences et musique. Voilà. Ok, ok, Donc ok. la petite tradition que je vais essayer d'instaurer, c'est que je te laisse le choix en fait de commencer par enfin, les catégories que tu veux en gros. Tu mets un petit ordre. Euh, Bah, je vais commencer par relation familiale. Allez. Ok. Relation familiale, c'est parti. Et du coup, Donc, je vais te poser une question autour de cette thématique. Ok? Cette question, c'est qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane ou dans une société non musulmane comme la France dans laquelle tu as vécu, quoi. très bien, très bien. Voilà, je te Je laisse la commence? parole. Très Let's bien. go. Ok, relation familiale. Euh, Bah, on va commencer. Je vais commencer comme ça. Après, tu me diras si j'aborde le sujet de manière convenable. Euh, la famille, en fait, c'est la première chose que tu découvres quand tu nais, en fait. Tu découvres tes parents, tu découvres tes frères et sœurs si tu en as, pour ceux qui ont la chance. Et voilà, c'est ton premier cercle, ceux qui te font grandir. Voilà, c'est avec ceux avec qui tu partages les plus fortes émotions comme l'amour, même la haine, voilà, plein de choses. Donc, dans une relation musulmane, bah, la famille, c'est très important déjà. C'est une valeur, c'est une des valeurs les plus importantes, je dirais. Euh, D'autant plus que bah, la religion te dit que tes parents, en fait, ce sont, bah, après Dieu et après le prophète, bah, les personnes les plus importantes dans la foi, notamment la mère. Oui, Et, et donc, c'est quelque chose bah, qui vient renforcer un sentiment naturel, hein. On aime, voilà, naturellement, on aime nos parents, même si en grandissant, on peut leur trouver des défauts et voilà,
voilà, on rentre en conflit avec eux, mais la base, c'est t'aimes tes parents. Donc, voilà, dans une société musulmane, voilà, les relations familiales, c'est quelque chose de très positif et qui est encore plus renforcé par la foi, quoi. Et, euh, et c'est quelque chose qui est bien, quoi, parce que en fin de compte, quel est ton premier, quelle est ta première source d'énergie et quelle est ta première source de protection? Bah, c'est ta famille, en fait. Et, euh, et, euh, oui, voilà, la famille, ça reste quelque chose que je pense, quelque chose voilà, les relations familiales, c'est quelque chose que voilà, en France en tout cas, moi je l'ai vu comme tel, quelque chose qui vraiment, voilà, est un plus pour l'humain, qu'il soit petit ou, voilà, ou quand tu es adulte. Après, voilà, l'aspect négatif de la famille, si j'ose aborder ce sujet maintenant, Bien sûr, vas-y. c'est lorsque tu n'es plus en adéquation avec les valeurs familiales. Mhm. Lorsque ton idéal n'est plus l'idéal de ta famille ou l'idéal de tes oncles, cousins, etc. Parce qu'en fin de compte, l'être humain, il a tendance à s'imprégner de la famille et à suivre les valeurs de la famille. Euh, à quelques exceptions près. Et par exemple, c'est un peu mon cas aujourd'hui. Lorsqu'on a une famille qui est musulmane et une partie de la famille qui est très, très musulmane et qu'on ne l'est pas soi-même, là, tout d'un coup, la famille, c'est comme un boulet, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas sur lequel tu peux pas t'extraire parce qu'il y a un lien de sang, il y a un lien matériel, entre guillemets. Mais par contre, au niveau des idées, tu fais tout pour éviter d'être en contact avec eux parce que c'est quelque chose qui t'est négatif, qui t'est désagréable. Et donc, quand tu te trouves dans ce cas-là, ça peut être très, très, très compliqué. Et donc après vient ce dilemme, c'est est-ce que je mets un peu, j'adoucis un peu ma vision et mon comportement pour essayer de garder une espèce de paix dans la famille, ou soit je ne me renie pas et tant pis, quitte à rompre les liens familiales et ne pas se corrompre soi-même, quoi. Donc c'est voilà, la famille, c'est à la fois quelque chose qui est très fort dans le positif, mais ça peut être très fort aussi dans le négatif. Ok. En Je gros, sais en pas ce que fait, t'en penses, je sais pas ce que t'en penses toi, Nas. en fait, ce que tu es en train de dire, et ça rejoint un sujet dont j'ai parlé pareil au premier épisode, c'est que ça crée, en fait, cet état d'esprit, du coup, de essayer de toujours correspondre aux valeurs familiales, etc. Ça crée ce qu'on appelle le tabou, la culture du tabou, qui règne dans nos sociétés, tu vois, qui règne dans nos familles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de tous les sujets. C'est-à-dire qu'on n'a pas de liberté d'expression. Même si c'est des sujets dangereux, tu vois. On a parlé du viol, on a parlé enfin, de la dernière fois, et c'est rien que ça, tu vois, c'est un sujet vaste. En gros, voilà, si tu subis un viol, que ce soit en tant que petit garçon, petite fille, ou grand garçon ou petite fille, euh, tu peux pas en parler, tu vois. C'est pas un truc qui va, comment dire, être simple à entendre de par notre famille, etc. Et du coup, en fait, on est obligé de gérer ce genre de problématique. Et c'est pareil pour le fait d'être homosexuel, et ça, on va en parler juste après, c'est le sujet d'après. Ou n'importe quel sujet un peu chaud comme ça, tu vois. Donc, je Oh. pense, je te rejoins un peu, ouais, je te rejoins grave sur ça. Je sais pas du coup si toi, ton côté, c'était ça, quoi. Si c'était du coup pour gérer ce genre de situation, enfin, le choix qu'on fait généralement, c'est juste ne pas en parler avec sa famille. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas Ouais. plus tard que le dernier Aïd, je l'ai passé avec ma famille et une partie de l'après-midi, je l'ai passé chez mes cousins, chez ma tante, qui eux sont, on va dire, presque tous salafistes. Ah ouais.
Et donc, moi, voilà. Bon, ça se voit dans ma manière de m'habiller, de ma manière de m'exprimer, que je suis pas un salafiste. Mais voilà, ça me brûle, quoi. J'entends des choses, ça me brûle. Mais je suis obligé de ne pas, voilà, je suis obligé de me taire pour garder une certaine cohésion, une certaine oui, tranquillité dans la famille. Parce Ouais. que, parce que quand tu vois une fille voilée, une fille qui a pas atteint les 10 ans et qui est voilée, voilà quoi. Bah, Tu dois c'est faire ça, le hein. poker face. Tu dois faire le poker face comme si c'est normal, quoi. Tu sais, genre, il y a un autre truc qui est encore plus, tu vois, accepté dans notre société, qui est la circoncision. Bon, bien sûr, le fait de voiler les petites filles, etc., enfin, dans ma tête, c'est inacceptable. Mais je pense que dans certaines régions, par exemple le Maghreb et tout, tu peux discuter de ça plus facilement, tu vois. Tu peux dire, mais non, voilà, c'est une petite fille, il faut pas aller dans cet extrême. Tu vois, tu peux prendre un exemple, je sais pas moi, l'Afghanistan, des trucs comme ça. Par contre, il y a des sujets qui sont totalement acceptés, mais qu'on peut pas du tout remettre en question. Par exemple, la circoncision. Chez les petits garçons, bah tu peux pas tu peux pas en parler. Genre le fait de circoncire, c'est tellement normal, alors que c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, une attaque envers des enfants non consentants, tu vois. Et en France, tu peux même le faire gratuitement, tu vois. Et c'est un sujet tellement, enfin, c'est même pas une question de tabou, quoi. C'est un truc accepté, et si vraiment tu essaies d'en parler à quelqu'un, il va vraiment mal le prendre, tu vois. Déjà, il va pas te comprendre, tu vois. Surtout les musulmans. Donc voilà, donc non, non, je comprends ce que tu veux dire. Je t'ai raconté mon histoire avec la circoncision. Non, tu t'es barré ou quoi? En parlant de consentement, bah, en fait, moi, on m'a circoncis très tard, Ah ouais? après la dizaine d'années. Ouais. Ah ouais. C'est Et rare c'est ça, un ouais. guet-apens. C'est un guet-apens. Ah ouais, 10 ans, Un guet-apens qu'on m'a produit. t'es quand même bien conscient des trucs, quoi. Ah oui, oui, très conscient, oui. Ouais. D'ailleurs, ça s'est fait sous anesthésie locale, donc j'ai été conscient de tout, Oh my hein. god. Non, mais pour te dire que voilà, c'était vraiment pas consentant là. Et il m'a pris, voilà, on m'a pris par surprise et bon, tant pis, hein. Parce qu'en fait, l'histoire c'était quoi? C'était que ma mère, elle avait tardé en fait à le faire. Et en fait, à un moment donné, elle avait un peu pitié de moi. Et en même temps, moi, voilà, je procrastinais en fait. Tout le temps, je disais, ah non, on fera plus tard, on fera plus tard. Et jusqu'à ce jour-là, quoi, où, où ça a apparu, parce que c'était lors de mes vacances au Sénégal. Parce que je ne l'ai pas fait en France, hein, je l'ai fait au Sénégal. Ouais. Et voilà, ça s'est Mais fait. t'habitais enfin, ta famille habitait en France? Oui, 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 oui. Donc, moi, je pense que, après, on me l'a pas dit, hein, mais je pense que c'est la grand-mère qui a beaucoup joué sur, sur ce guet-apens. Elle a beaucoup, je pense qu'elle a influencé ma mère pour le faire voilà, à ce moment-là et ne pas tarder plus que ça, quoi. Ouais. Mais bon, moi, Putain. j'en rigole aujourd'hui, j'en rigole, Ouais, mais mais voilà. bon. Et d'ailleurs, juste pour info, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec ma copine, etc. Maintenant, il y a des moyens de reconstruire du coup ce qui a été coupé, on va dire, avec d'une manière très naturelle. C'est pas une opération chirurgicale ou quoi. Mais c'est un petit truc que tu places au bon endroit, et la peau, en fait, tu vois, on parle de divinité chimique. La peau se reconstruit toute seule. Vous pouvez checker ça sur Internet. Et pourquoi c'est important? Bah, en fait, le prépuce, c'est quelque chose qui est censé être dans une muqueuse. Tu me dis si je me trompe. Toi, je pense que tu as plus de connaissances que moi sur ce sujet. Pas en bio, pas en biologie, pardon. Pas en biologie, Plus en ouais. chimie, Bah, mais un jour, on invitera un médecin, j'espère, ou quelqu'un qui s'y connaît un peu plus pour nous expliquer. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que du coup, cette muqueuse, elle permet de protéger en gros le prépuce ou le gland, enfin, je sais pas comment vous l'appelez. Et du coup, enfin, ça le protège déjà
ça reste sensible, ça perd pas de sa sensibilité parce que moi, perso, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est de moins en moins sensible. Il y a une sorte de couche, petite croûte et tout qui se pose dessus, pas très jolie. Donc voilà, c'est pas par hasard, hein. Si on est né, si la nature nous a donné un truc comme ça, c'est pas pour le couper en tout cas. Et que même si on est musulman, on se dit si Dieu nous a créé parfait, pourquoi alors on irait couper un petit bout, tu vois? C'est bizarre. Et en plus, si on va chercher dans les textes, etc., bah, en fait, ça n'est rien d'autre que quelque chose qui a été repris d'anciennes religions, par exemple la religion juive. Et ensuite, ça a été voilà, extrapolé surtout aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très répandu. Je crois que 25% des hommes sont circoncis, en se cachant derrière des comment dire, un but d'hygiène, je sais pas quoi, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 2 milliards qui se font circoncire, enfin, je prends un chiffre au hasard, bah, le reste, c'est des gens sales. Bah, pas du tout, en fait. Ça dépend quoi, toi, comment tu le nettoies, etc. Donc, voilà, c'est. Bref, désolé, parce que c'est un sujet un peu. Je sais que c'est un sujet un peu tabou, donc qu'on soit Qui dans te la tient à société. cœur. Oui, oui, mais qu'on soit dans la société musulmane ou pas, mais rien que ça, c'est en fait, pour moi, c'est une faille, tu vois. C'est une faille dans tout ce truc-là, donc voilà. Protégeant les enfants, protégeant les gens qui sont pas encore circoncis, et voilà, hein, c'est le mot d'ordre. Mm, mm, Ok, mm. bah je pense qu'on a fait le tour des relations familiales. Du coup, est-ce que tu veux passer à un autre sujet? Donc, tu as le choix entre être LGBT, sécurité, science et musique. Tu veux prendre quoi? On va prendre sécurité. Allez. Allez, let's go pour sécurité. Donc, je te pose la question. Sécurité, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane? Bah, je vais faire rebond avec le sujet, pas, pas le précédent, mais le sujet de des relations familiales, pour faire une espèce de continuité. Bah, en fait, bah, la sécurité, c'est bah, quelque chose qui est, on va dire, c'est une des choses qui est indispensable à l'être humain. Si t'as pas Ouais. de sécurité, tu ne peux pas vivre, en fait. C'est la pyramide de Maslow, quoi. C'est la base. Voilà, exactement, c'est la pyramide. Voilà, ce sont les besoins. Je sais plus comment ça s'appelle, la Les, pyramide les des besoins, besoins c'est ça? physiologiques ou physio, je sais plus. Ouais, mais c'est la base. Voilà, Je sais que c'est la base en tout cas. Mm, mm. Donc on a besoin d'une certaine sécurité. Donc je Yes. vais parler en fait là je suis en train de traiter de l'aspect positif, hein. Donc la sécurité voilà, c'est la stabilité, c'est ce qui te permet d'être voilà, de pouvoir découvrir des choses sans crainte, de manière on va dire apaisée et voilà, sans perturbation. On va dire ça. Mm. Après dans une société musulmane, la sécurité bah, la foi apporte une certaine sécurité en fait. Une fois que tu sais que bah, Dieu est toujours avec toi, quoi qu'il arrive, même dans les moments où tu es, bah, dans les pires moments de ta vie, hein, tu t'es dit que tu as toujours cette sécurité de dire que Dieu est avec toi. Voilà, c'est un gros plus, quoi. Et c'est vraiment le truc qui te permet parfois bah, de te maintenir là où tu sens que tu te noies, quoi. Mais voilà, on va passer sur l'aspect négatif. La sécurité, parfois, bah, trop de sécurité, bah, ça te prive de liberté et même parfois, bah, ça te met dans une prison. Et ce que l'islam t'apporte en sécurité, bah, te l'enlève en termes de liberté. Et bah, toi, toi, en tant qu'apostat, bah, tu le sais autant que moi, hein, c'est que bah, pour sortir d'islam, c'est très compliqué. C'est très, Ouais. très compliqué. C'est une prison mentale, c'est comme ça que moi je la décris. Euh, tu es bien quand tu es dedans, mais dès que tu veux regarder par la fenêtre ou ouvrir la porte pour te promener, ah ben non, là, tu peux plus. Tu es sujet à des châtiments, à de la peur, à voilà, pas mal de choses qui font que ça devient très courageux de sortir. Et c'est ça la sécurité, le revers de la médaille, on peut dire, de la sécurité. Et tu le vois même en France, hein. En France,
lorsqu'on veut créer un État sécuritaire, bah, au final, on crée un État policier et on crée un État espion, un État qui va, voilà, qui va te, comment on appelle ça? Qui va, voilà, essayer de revoir tous tes faits et gestes. Hmm. La surveillance, Et quoi. voilà, c'est de la surveillance, voilà, c'est de la surveillance généralisée et au final, bah, c'est quoi ta vie? Bah, suivre la ligne bah, du gouvernement. Si tu sors de cette ligne-là, bah, voilà, tu te mets, tu t'exposes à des problèmes, quoi. Et, je crois qu'aux États-Unis, il y a un truc comme ça qui a fait grave polémique. Il y a eu Snowden qui en a parlé. Et du coup, enfin, il a fui en Russie. Et les États-Unis veulent l'extradier depuis tout ce temps, etc. Mm. En gros, il a parlé de. Après le 11 septembre, il y a eu le Patriot Act, c'est-à-dire que la CIA avait le droit, en fait, a eu le droit, le feu vert du président d'espionner tout ce qui bouge, même les Américains qui sont pas du tout concernés par l'islam ou quoi, enfin par l'islamisme, etc. Bah, en fait, ils ont tout surveillé pendant des années et des années. C'est Et, ça. Ils ont une ferme d'ordinateur qui stocke tout et au cas où si un jour, bah, je sais pas, le bout du nez de quelqu'un tombe, sort, quoi, bah, ils vont avoir toutes les archives, tout ce qu'il ouais, faut. c'est ça. Exact. Ouais. Et il y a un épisode de Black Mirror, je crois, qui reprend un peu ce même schéma. Et ensuite, on a vu en Chine que il y avait un truc qui suivait cet épisode de Black Mirror, qui était en fait d'être noté de partout. Par exemple, tu as une certaine note et si tu veux accéder à un resto, bah, le resto, il va en gros scanner ton QR code, il va voir ta note. En gros, c'est une note qui prend plein de petites conditions. Par exemple, est-ce que tu travailles, est-ce que tu es en bonne santé, est-ce que tu as déjà insulté quelqu'un. Tu vois, ça va vraiment dans le détail. Et ensuite, ça te fait une note globale qui va être traitée et qui va te donner une sorte de privilège ou pas. Voilà. Donc, C'est ouais, non. ça. Si t'es un mauvais citoyen, tu peux plus voyager. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, non, Et- c'est. mais, mais juste pour revenir aux États-Unis, est-ce que tu savais que le droit américain, de ce que, voilà, de ce que j'ai compris moi apparemment, c'est que le droit américain, il s'applique, en tout cas les protections des constitutions, etc., ne s'appliquent qu'aux Américains, qu'aux citoyens américains. Ouais. C'est-à-dire si t'es étranger, Ouais, entre guillemets, ils t'as peuvent aucun faire tout droit. ce qu'ils veulent de toi. Bien sûr, t'as aucun Ils peuvent droit. faire tout ce qu'ils veulent de toi. C'est pour ça qu'avoir le passeport américain, c'est pas mal. Ouais, bah, je crois que c'est l'un des. Enfin, après la Suisse ou quoi, c'est l'un des passeports les plus puissants dans le monde, donc ouais. Sauf si tu te retrouves entre les mains de certains groupes terroristes. Là, par contre, Ouais. tu sais que ton espérance de vie. Mais ça, euh, que ce soit tu sois américain, tu sois n'importe quelle nationalité, si tu dis juste je fais à la posta ou si tu. Tu bah, vois, eux. avant, avant Daesh, oui, avant Daesh, il me semble, avant la loi contre l'histoire du voile, je sais plus c'était quand, dans les années 2000, euh, quand tu étais français, tu avais un espoir de pouvoir être échangé contre une rançon. Tu avais l'espoir. Alors que les Américains, c'était sûr que tu passais, voilà, tu passais sous la lame, quoi, c'était sûr. Ouais. Mais maintenant, oui, maintenant, t'es français, c'est mort. Américain, français, même combat, quoi. Ouais, Comme quoi la sécurité au final n'existe pas vraiment, tu vois. C'est que un constat dans notre tête. La Mais sécurité, c'est bien, mais c'est comme tout, hein. En fait, en chimie, on t'apprend bah, que rien n'est poison, tout est poison, en fait. ouais, c'est ça. C'est la Moi, dose qui compte. je me suis jamais vraiment senti à 100% en sécurité sur quoi que ce soit la sécurité physique, que ce soit la sécurité sociale, enfin, quand je dis la sécurité sociale, sans jeu de mots, hein, mais je veux dire la sécurité enfin, avec les gens autour de toi, dans les relations, etc. Ou un peu plus globalement, la sécurité au taf, par exemple, quand tu as un CDI. Moi, j'ai vu plein de gens se faire virer du jour au lendemain, enfin voilà, qui ont fait des burn-out, etc. à cause de ça. Euh, la sécurité,
Pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu vois, la sécurité, il faut aller la chercher. Il faut toujours être, en fait, faut se reposer sur personne. Faut se reposer que sur soi-même, que sur sa petite famille et pas n'importe quelle famille, hein, parce qu'il y a famille, famille. Moi, je te parle comme on parlait tout à l'heure de ta vraie famille, les gens qui t'aiment inconditionnellement. Bah, en fait, c'est eux qui vont t'apporter la sécurité et c'est à toi, en gros, voilà, de sécuriser ton environnement, celui de tes enfants si tu en as. Mais la sécurité en soi, c'est juste un concept en fait, ça n'existe pas. Bah, la sécurité 100% n'existe pas, la sécurité 0% n'existe pas. Voilà, Ouais, après, il faut trouver la bonne dose entre les deux. Parce ouais, qu'une vie à 90% sécuritaire, voilà, c'est une vie où tu fais pas grand-chose, quoi. Tu restes au chaud à la maison, tu es protégé. Et même, ouais, hein, on sortirait plus, hein. et même les virus, ils progressent, là où ils progressent le plus vite, c'est pas à l'extérieur, Et c'est à puis la maison. t'as surtout le plus gros risque de sécurité, c'est la sécurité psychologique. Si tu restes chez toi, tu sors plus. Dans la pyramide de Maslow, ça va plus loin encore, hein. Il y a l'appartenance, il y a le fait d'avoir des potes, une vie sociale, tu vois. Donc même ça fait partie de la sécurité. Euh, bon, c'est pas une référence pour moi, la pyramide de Maslow, hein. C'est juste pour une convention pour parler, juste pour, voilà, je corrige un peu, ou enfin, j'éclaircis ce truc-là parce que c'est quand même important. Mais oui, en gros, c'est la sécurité, c'est une illusion en fait. Et ça le restera. Tout à fait d'accord. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de la sécu. Prochain, prochain sujet. Donc toi, tu as le choix entre être LGBT, science, musique. Bon, allez, on va enchaîner sur être LGBT. Parfait. Bah, je te pose la question. Être LGBT, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane? Sachant que j'ai la moitié de la réponse déjà. Je rigole parce que. C'est pas drôle du tout, mais ouais, j'ai déjà la Non, moitié de mais la je rigole réponse. parce que, concrètement. Bon, après, moi, je te retourne la question. Comment tu peux trouver. Comment tu peux être heureux en étant LGBT dans une société musulmane? Non, mais moi je te précise un truc sur cette question. Tu peux dire il n'y a rien de positif, ok? Ah oui, oui, oui. Ou il n'y a Ah oui, rien je de te dis négatif. clairement. Ça tu peux le dire, bien sûr. C'est ton point de vue. Le Mais seul moi positif que je perso, peux trouver, pareil, j'ai en fait, le seul rien. positif que je peux trouver, c'est ça t'apprend la lutte en fait. Ça t'apprend la lutte, ça t'apprend à t'endurcir. Si tu es assez dur pour tenir les coups qu'on te donne. Mais franchement, c'est très compliqué d'être LGBT Bah, dans une tu peux société musulmane. nous parler du négatif et j'arrive 2 secondes. Tu peux du coup commencer à parler. Je vais juste ouvrir la porte et j'arrive. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Donc négatif, Je hein, te c'est laisse avec le évident, chat. hein. Très bien. Bah, le négatif, c'est un peu évident parce que quand tu es LGBT, bah, tu es dans une société qui n'est pas tolérante. Tu subis les affronts déjà des regards des autres. Si, si par exemple ton homosexualité se voit, donc forcément tu vas avoir le regard des autres, si ce n'est que ça. Tu vas avoir des agissements des autres. Y a rien de positif en fait d'être LGBT dans une société musulmane. Oui, positif, pardon. Et donc du coup, la seule chose qu'on espère en fait pour les personnes LGBT qui sont dans les sociétés musulmanes, c'est que la société devienne un peu plus intelligente, comprenne que même s'ils sont contre le phénomène, Je suis là. bah, on, on peut... Pardon? Je je suis revenu. Pardon. Ah, ok, très bien. Donc je disais que il faut que la société musulmane comprenne que même si on est contre un phénomène, il faut comprendre que derrière un phénomène, il y a des gens, il y a des humains, et donc il faut pas les agresser, il faut pas les mettre en prison parce qu'ils pensent quelque chose. Donc là, je reviens un peu à ce qu'il y a aussi l'apostasie, hein. On te condamne parce que tu penses à quelque chose, tu crois en quelque chose, et il n'y a rien de plus injuste que ça, quoi. Parce que j'ai vu un live de Soleil Apostasie. Ça parlait d'un homosexuel qui a été mis en prison
Il a été emprisonné 3 ans parce qu'il l'était. Malheureusement, quand tu ressors de prison, tu l'es toujours. Donc déjà, voilà, c'est un truc idiot hein, d'emprisonner un homosexuel. Ouais, tu changes pas Et, et, quoi. deuxi- et deuxièmement, pour t'insérer, comment tu fais pour t'insérer? Parce qu'il y a le fameux casier, tu as un casier judiciaire dans Ouais. lequel c'est écrit, voilà, tu as été condamné pour homosexualité. Donc tu veux aller chercher un travail, tu veux, bah, tu veux rentrer dans la société, bah tu peux pas en fait. Tu es complètement exclu. T'es banni à vie en fait. Bah oui, tu es ostracisé, Ouais, tu es mis à la marge de la ostracisé. société, quoi. Donc oui, oui, c'est compliqué. Voilà, le seul espoir des personnes homosexuelles, c'est voilà, de mettre en avant que ce sont des humains et que voilà, la société soit un peu plus intelligente et tolère un peu plus ce phénomène-là. On ne demande pas de promouvoir, on ne demande pas voilà, aux sociétés musulmanes de promouvoir l'homosexualité ou voilà, le phénomène LGBT, mais voilà, on demande quand même de Bah, les tolérer. en fait, être LGBT, c'est pas, c'est pas revendiquer l'homosexualité, tu vois. Pour moi, ça regroupe, enfin, quand j'ai mis être LGBT, c'est plus pour préciser, en fait, enfin, pour assembler les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels. Il y a aussi les queer, c'est comme ça qu'on C'est ça. dit. Voilà, en gros, il y a plein de natures différentes, si je peux appeler ça comme ça. Et ça, enfin, c'est pas le fait d'être homosexuel ou être bi, t'es en train de revendiquer ça ou t'es en train de faire du wokisme comme on voit là ces derniers temps. C'est juste, c'est toi-même en fait. T'as le droit d'être qui tu veux. C'est comme aimer le sport, aimer, je sais pas, manger des petits pois, aimer le poulet plus que la viande. Euh, et ça va avec bah, aimer la personne que tu veux, tu vois, surtout. Que ça soit un homme, une femme comme toi ou un homme comme toi, on s'en fout, tu vois. Chacun sa vie et au contraire, on est en train de réduire des gens à des criminels pour rien du tout en fait. Ça n'apporte rien. Au contraire, c'est peut-être. Est-ce que, par exemple, toi, je sais pas moi, t'es malade, t'es un musulman, t'es malade, t'as un cancer et ton médecin, il est gay. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire non, ne me soigne pas. Bah, tu vas pleurer son chevet jusqu'à ce qu'il te guérisse, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est des êtres humains avant tout, c'est des êtres humains intelligents, c'est des êtres humains comme toi et moi en fait. Rien à voir avec, avec la criminalité, tu vois. Il faut plutôt viser ceux qui font du vrai crime, ceux qui agressent les gens, etc. Tu vois. Et moi, ça me rend dingue que ça soit dans la loi. En Algérie, c'est dans la loi. Tu vas en prison. Il y a 69 pays qui condamnent l'homosexualité. Donc, C'est énorme, hein. c'est grave, hein. C'est grave. Il y a 11 avec la peine de mort, c'est comme l'apostasie. Tu sais, même dans l'islam, est-ce que tu sais c'est quoi la punition pour un homosexuel en islam? Euh, je la connais pas vraiment, mais de ce que j'ai compris, c'est pas explicite, hein. C'est se faire Si on défenestrer. exclut. Bien sûr, là on parle Non, pas mais du si on Coran. ce que j'allais dire, voilà. Si on exclut les hadiths, c'est ce que j'allais te dire. Mais tu sais que le Mais. Coran ne parle même pas d'interdiction de l'homosexualité, hein. Le Coran, il reprend juste Mm. l'histoire du prophète Lot. Et c'est une histoire qui vient de l'Ancien Testament, tu vois. C'est, je crois, le petit-fils ou non, le neveu, pardon, d'Abraham, qui était prophète dans une ville qui s'appelle Gomorrhe et Sodome. Et en gros, là-bas, il y avait plein de trucs, plein de phénomènes, tu vois, la luxure, vraiment des choses qui vont un peu à l'époque contre le divin. Et du coup, ils l'ont chassé. Et lui, il leur disait d'arrêter. Ils l'ont chassé de la ville. Et apparemment, leur Dieu, il a mis cette ville, enfin ces deux villes en feu avec une pluie de feu et de météorites, un truc comme ça.
Et voilà, en gros, le Coran, ça reprend juste cette histoire. C'est une histoire biblique, vous pouvez la trouver sur Internet. Et en fait, l'homosexualité, elle a été condamnée après dans la Sunna, dans les hadiths et tout. Et on sait très bien à quel point les hadiths Moi, peuvent être précis, tu vois. Donc, moi, je t'ai dit que l'histoire de et Lot, fiable. c'est fake news. Fake news. Ouais, bah tout est fake news. Et du coup, voilà, c'est grave qu'en 2022, on continue d'appliquer des lois qui viennent même pas du Coran en fait, ça vient de la Sunna. Même si c'est la parole du prophète et tout, mais ça vient pas de la parole pour eux, enfin pour un musulman, c'est pas la parole de Dieu. Donc pourquoi interdire un truc comme ça, tu vois? Et en plus, juste pour compléter cette histoire, dans le Coran et même dans la Bible, etc., ils disent que vous êtes les premiers, genre les peuples, le peuple de Sodome et Gomorrhe, c'est les premiers à avoir eu des comportements homosexuels, alors que dans l'histoire, l'homosexualité elle a toujours été là, que ce soit dans l'Empire romain, l'Empire égyptien, que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les plantes, tout ce qui nous entoure en fait. Donc voilà, Genre, arrêtez. ce sont les inventeurs de l'homosexualité. C'est ça. Alors que moi, c'était marrant parce que quand j'étais petit, il y avait l'Aïd, tu vois, l'Aïd El-Kbir, donc quand tu as des moutons. Et en fait, on avait chacun un mouton avec les potes dans le quartier. Et en fait, on faisait un peu les bergers, tu vois, le temps d'un week-end, etc. Et à chaque fois, il y avait des moutons qui essayaient de monter d'autres moutons, tu vois. C'était carrément homosexuel. Et nous, on était tous morts de rire. On disait, regarde et tout. C'est un PD, désolé du mot, mais c'est ce qu'on disait vraiment, tu vois. Voilà, genre moi, quand j'étais petit, j'ai vu ça, je me suis dit, bah, voilà, hein, les animaux le font, pourquoi alors c'est pas permis, c'est autant tabou, c'est même une insulte d'être homosexuel. Et voilà, donc non, t'as Non, raison. mais je te passe pas tous les trucs qu'on est gosse. Tu vois, tous les trucs homophobes qu'on se disait quand on était gosse, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et ça, ça rejoint le tout premier sujet sur le tabou, etc. Bah, en fait, quand t'es victime de viol, bah, en fait, t'as peur qu'on te prenne pour un homosexuel parce que le fait d'être homosexuel, c'est la pire des choses quand t'es un homme dans un quartier. Déjà qu'il y a tout l'aspect virilité qui rentre en jeu, etc. Mais, alors là, si tu t'es fait violer, on va te alors que c'est pas du tout la même chose, tu vois. T'es une victime, t'es un enfant, et on va enfin, t'appeler PD ou quoi, alors que. Et du coup, voilà, t'as une peur bleue de ça, et parce que tout le monde déteste les homosexuels, et du coup, t'en parles jamais, en fait, ni à ta famille, ni à tes potes, ni à la police, ni aux psychologues. De toute façon, il n'y a pas de psychologue vraiment actif là-bas. Donc. Ok, bon, j'ai cassé l'ambiance. Ah non, pas du tout. De On va toute parler de façon, science. c'est des sujets, voilà, c'est des sujets pas très drôles, hein, donc, enfin, malheureusement, on n'a pas choisi, hein. On aimerait bien, moi, j'aurais aimé passer ma soirée à faire autre chose, à jouer aux jeux vidéo, à sortir, à boire des verres. Ouais, mais j'essaie de faire ça pour essayer juste de libérer la parole, de parler de sujets comme ça. Parce que c'est important, parce que si on parle plus, si on n'a même plus le droit de parler, bah, autant aller vivre, je sais pas moi, tout seul dans la forêt et ne rien participer dans cette société. Surtout que moi, voilà, j'atteins un certain âge où je me dis que je vais peut-être avoir des enfants et tout. Il faut que je leur inculque ça, tu vois. Et plein de gens autour de moi, pareil, tu vois, ils commencent à avoir des gosses et il faut qu'ils les éduquent de la meilleure des manières. Parce que comme on disait la dernière fois dans Discord, si on fait pas ça, en fait, il y aura, on voit très bien le camp adverse, si je peux l'appeler comme ça, et comment il se multiplie encore plus et comment son dogme et sa force de conviction, elle est beaucoup plus forte que la nôtre, tu vois. Parce que la nôtre, elle va paraître un peu trop, on va dire, hippie ou je sais pas, j'ai déjà entendu des gens comme ça, ou même raciste, tu vois, enfin pas raciste, mais je veux dire extrémiste, alors que pas du tout, on est juste en train de parler de science, de société, on raciste de rien du tout, hein. On est des Arabes, on est des Noirs, on est des Africains, on est des Maghrébins, on est de...
justement, tu vois. C'est parce qu'on en a marre de tout ça qu'on en parle. Et voilà, donc à méditer. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aussi participer à cette interview, c'est important. Donc je passe à science. Science, c'est un sujet intéressant. Oui. Et Donc, science, c'est un sujet, oui, qui me tient à cœur. Donc, on va pas faire tout le tour de la science, mais voilà, la science, c'est, déjà, qu'est-ce que la science? La science, c'est la somme de toutes les connaissances. ouais. Après, il y a ce que j'appelle moi la vraie science et la fausse science. Mhm. Et au départ, bah, moi, dans l'islam, quand j'étais musulman, bah, j'aimais bien apprendre des choses voilà, qui sont que moi, ce que j'appelle la science, quoi. Donc, de découvrir des trucs. Euh, moi, j'étais moins rite, on va dire. J'étais moins rite, répéter les choses, etc. Mais j'étais plus, on va dire, pas sentimental, mais voilà, plus dans la sensation. Et, et à chaque fois que je pensais apprendre quelque chose dans l'islam, j'avais cette sensation voilà, de me dire, oh purée, c'est la science, etc. Donc, je sais pas si flatter mon ego ou pas, mais bon, bref. Et au final, oui, voilà, pour moi, la science religieuse, c'est c'est une fausse science. Parce que quand tu Bah, découvres pour moi, je suis désolé, hein, je me rattrape vas-y, juste parce vas-y. que je t'ai pas posé la question. Du coup, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif? Juste pour mieux cadrer la discussion. Ok. Du coup, là, est-ce que tu es en train de parler de positif ou de négatif? Non, là, je parle du négatif. Ok, vas-y. Je parle de Et la fausse ensuite, science. tu peux finir par le positif. Et pareil, je pense que ça sera comme le sujet d'LGBT. Ça va être compliqué de trouver. Mais vas-y. Ça marche. Donc, du coup, ça, c'est une science, en fait, la fausse science, c'est une science qui t'enferme. C'est une science qui te permet pas de t'ouvrir. C'est une science où tu vas exercer ton biais de confirmation. Tu vas toujours vouloir chercher quelque chose qui va te mettre dans le confort et qui va te conforter dans ce que tu croyais déjà au préalable. Et ça, c'est la fausse science. Et cette fausse science-là, on la retrouve partout, hein. Je dis pas que c'est exclusivement islamique, hein. On la retrouve partout, hein. Par exemple, on en a bouffé de la fausse science hein, pendant l'histoire du Covid, hein. Euh, Masque sans masque, assis, pas assis, debout, deux piqûres, trois piqûres, voilà. La Mhm. fausse science, on en a bouffé, hein. Et c'est une science qui vient, voilà, qui t'enferme en fait. C'est pas une science qui t'ouvre et qui t'enrichit. Et, euh, et tout ça pour dire que, en découvrant les sciences modernes, donc là, je pars dans le côté positif, donc le côté enrichissant de la science, c'est que ça t'apprend même des choses sur toi-même en fait. Et en fait, ça t'apprend à te mettre dans un certain inconfort parfois, parce que tu te mets parfois à te contredire toi-même. Bon, ok, aujourd'hui, on va dire que, voilà, imaginons, hein, je suis pro-capitalisme. Le capitalisme, c'est bien, ça permet de faire circuler l'argent, ça permet à une personne de pouvoir, même avec peu d'argent, de pouvoir monter une boîte qui va, comment dire, donner des services et des biens qui amélioreront l'humanité et compagnie. Donc ça, c'est le côté positif. Et donc la science, c'est rester que dans ça, en fait, de rentrer, d'aller chercher des informations qui sont que qui va que dans ce sens-là, que le capitalisme est grandiose, etc. Et la vraie science, c'est quoi? C'est le contradictoire, de se dire, OK, peut-être que moi je pense ça, j'ai un a priori, parce que tout le monde on en a un, mais je vais essayer intellectuellement de la mettre de côté et voilà, d'aller chercher d'autres informations et voir est-ce que c'est un savoir qui va s'additionner à ce que je sais et qui va me permettre peut-être de créer une nuance ou peut-être de confirmer ce qui était présupposé, hein, parce que il y a des choses qui sont évidentes et qui sont vraies et tu vas aller chercher d'autres infos, cette info-là va te confirmer que ce que tu croyais déjà était bon. Ouais. Et donc ça, voilà, ça c'est, on va dire, la bonne science que j'apprends. C'est des sciences où, je sais pas, imaginons, on va dire, voilà, je vais illustrer ça comme ça, hein. Avant, on arrivait à expliquer l'univers avec Galilée, avec Ouais. l'histoire des référentiels, euh, comment dire, de relativité, entre guillemets, hein.
toi, tu marches, moi, je suis immobile, donc je te vois marcher, je dis que toi, tu es immobile, mais en fait, si je me mets dans tes yeux, dans ton corps, c'est moi qui bouge avec bon, tout ce qui est autour. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça qu'on avait expliqué un peu la science. Et ça, en fait, on arrive à se dire qu'en fait, c'est pas forcément faux, mais c'était pas exact. On a Ouais. trouvé mieux. On a trouvé quelque chose qui était encore moins intuitif, mais qui se rapproche de la réalité, bah, qui est la relativité générale vue par Einstein. Ouais. Et là, et là, on t'apprend que même quelque chose qui est évident, comme l'espace, bah, c'est pas quelque chose d'immobile, c'est quelque chose qui bouge et qui est lié intrinsèquement au temps en plus. Voilà, et c'est ça que j'aime bien dans la vraie science, c'est que tu peux remettre en cause, bah, on va dire, tes croyances pour voilà, l'enrichir. Donc la croyance qui nourrit la croyance et pas la croyance qui nourrit l'ego ou. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, Faut non, m'arrêter quand je parle trop. c'est très bien. Vas-y, hein, continue ton idée, Et hein. même voilà, en fait moi ça j'ai appris ça par le scepticisme. Ouais. Parce que en fait le scepticisme ça t'apprend une méthode scientifique pour pouvoir déceler le vrai du faux, mais aussi pour pouvoir aussi pouvoir agréger des connaissances et de Ouais. pouvoir l'agréger de manière correcte et surtout ne pas perdre trop de temps sur des choses fallacieuses, en fait. Surtout ça, quoi. Ok. Et donc voilà, c'est ça que j'essaye tous les jours d'appliquer. Et dès que j'ai une nouvelle chose, quelque chose que je connais pas, j'essaye au maximum. Je sais que je suis humain, voilà, je ne suis pas un robot, mais c'est au maximum de avoir cette ouverture pour pouvoir voilà, me dire, est-ce que c'est une chose qui va m'être utile ou pas? Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui va m'enrichir ou pas? Ok. Bah, franchement, c'est. En fait, ça m'inspire beaucoup de choses, ce que tu dis, parce que donc moi, j'ai une vie, hein, je travaille, pour ceux qui s'en doutaient. Je travaille dans l'informatique, et en fait, dans le rôle que j'occupe, voilà, c'est entre la gestion de projet et chef de projet, donc c'est comme vous voulez. Et en gros, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'ai un produit, par exemple un site web, on va dire, je sais pas moi, Twitch. En fait, je vais essayer d'améliorer Twitch tous les jours. Ça s'appelle l'amélioration continue. Pour atteindre certains objectifs. Ces objectifs, ils viennent de plein de choses. Tu as des objectifs pardon, purement business, stratégiques, donc qui viennent de, on va dire, du board, du comité de direction. Et ensuite, tu as des objectifs utilisateurs qui sont bien sûr intrinsèquement liés au premier. Et en fait, les objectifs utilisateurs, c'est que ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas étudier le comportement de tes utilisateurs, par exemple sur Twitch, et pour voir comment ils se comportent. Enfin, comment ils interagissent avec l'interface. Et ensuite, bah, pour faire ça, tu as plein de moyens. Un moyen tout simple, c'est juste leur poser la question. Donc, si vous baladez dans des sites, dans des applis, vous aurez de temps en temps une petite pop-up qui vous demande quel est votre avis sur 5 et mettre un avis écrit. On trouve ça en commentaire quand on veut télécharger une appli, dans les restos, etc. Et bah, dans les sites web, c'est pareil. Donc, tu as des gens qui laissent leurs avis. Et ensuite, tu as un autre truc un peu plus technique, et c'est un truc qui a fait assez polémique ces dernières années, c'est tout ce qui est récolte de données. Donc, je vais récolter, toi au browser, si tu arrives sur Twitch, sur quoi tu cliques, combien de temps tu passes sur chaque page, etc. Pour essayer en gros de comprendre comment tu te comportes. Et je fais ça sur un panel d'utilisateurs assez élargi. Et en fait, ça va me donner des tendances, tu vois, ce qu'on appelle de la donnée quantitative. Et ensuite, la qualitative, ça va être vraiment voilà, la discussion avec l'utilisateur, faire des tests utilisateurs, c'est-à-dire que tu lui donnes le site Twitch, il va cliquer, tu vas lui poser une question, tu lui dis lance un live, et tu vas voir comment il se comporte. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin, ça te donne des données que tu dois analyser. Et depuis ces données-là, tu vas faire des hypothèses pour répondre
en gros, a ce qu'on appelle un besoin utilisateur. Ça veut dire que s'il a du mal à lancer un live, alors que c'est un site de live, bah là, il y a un problème. Et du coup, il faut essayer d'analyser les données pour voir comment on peut faire mieux. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, première étape, bah, du benchmark. C'est-à-dire que tu vas sur YouTube, tu regardes comment YouTube ils font. Tu vas sur Spotify, tu regardes comment Spotify ils font. En gros, tu vas essayer de t'inspirer de tes homologues, etc. Des Et alors, meilleurs surtout. ouais, des meilleurs et même des pires, tu vois. Comme ça, les pires, tu fais pas comme eux. Et en gros, en fait, tu vas faire des hypothèses, tu vas les tester, donc faire le développement, mettre des changements en production. Par exemple, tu déplaces un bouton qui était trop petit, tu le mets plus gros, tu le mets en bas à droite, parce qu'aujourd'hui, on en a un peu plus sur le téléphone. Donc, les gens, ils ont un peu plus de mal à cliquer sur quelque chose qui est tout au-dessus de l'écran, parce que les écrans aujourd'hui sont assez trop gros. Donc voilà, donc tu vas essayer d'adapter l'usage, on appelle ça la user experience, UX, à tes utilisateurs. Et c'est après coup, une fois que tu as atteint un certain objectif, que tu dis, ah ouais, là c'est bon, là je suis content du résultat. Mais c'est pas fini, tu vas toujours continuer d'améliorer, d'améliorer, et c'est infini, c'est jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on appelle ça un produit et non pas un projet, c'est que c'est jamais fini. Et je pense que c'est pareil pour la science. Pour la science, si tu as une réponse, bah, cette réponse, elle n'est jamais vraiment. Parce que quoi qu'il arrive, une réponse, même si elle vient des données, même si elle vient des choses très très concrètes, euh, peut-être qu'il manque quelque chose. Peut-être qu'il faudrait essayer d'aller plus loin, justement. Tu vois, peut-être qu'il y a une petite gêne, parce que ce n'est que une pensée ou une conclusion d'être humain. Et on sait très bien que les êtres humains, ils sont remplis d'erreurs, ils sont remplis il y a plein de choses qu'on croyait vraiment acquises il n'y a pas très longtemps qu'aujourd'hui on remet en question, tu vois. Comme l'élément le plus petit de l'univers, etc. Récemment, on a fait une découverte qui avait encore plus petit, plus petit, plus petit. Et c'est infiniment plus petit, tu vois. Et voilà, donc c'est ouf que, par exemple, dans l'islam, il y a des choses qui sont dites, et il y a plein de gens qui y croient, et qui remettent même pas en question. Par exemple, la Terre est plate, il y a des gens qui y croient vraiment, alors que t'as juste à regarder la photo de la NASA, je sais plus, il y a 10 15 ans, où ils ont filmé, enfin, pris en photo la planète Terre au complet, tu vois. Euh, Où enfin, t'as juste à voyager en avion pour savoir, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a des trucs tout simples à faire pour comprendre que cette science n'est pas vraiment une science, c'est juste une interprétation de certaines personnes du 7e siècle qui s'inspiraient de d'autres trucs qui sont sortis encore plus avant, tu vois. Par exemple, l'embryon, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et j'en parle un petit peu sur ma page Instagram, Une vérité par jour. Et ça me rend fou qu'il y a des gens qui remettent en question la science, la vraie, par rapport à la science qui est tirée ou qui est conclue de certains écrits vieux de 14 siècles, quoi. C'est vraiment fou. Et je pense que c'est ça qui nous a laissé. J'ai pas envie de cracher sur le Maghreb ou sur l'Afrique, mais je suis désolé, mais si on est autant loin, si on est presque voilà, des pays du tiers-monde, c'est parce qu'on ne se pose pas la question, justement. On va pas plus loin que ce qu'on nous a appris, tu vois. Et ça, c'est une réalité. Et voilà, il faut que ça change. Surtout que moi, ce que je remarque, c'est que les gens tu vois, qui viennent de ces pays-là, que ce soit le Maghreb, l'Asie, qui viennent dans des pays plus développés comme la France et tout, bah en fait c'est les meilleurs dans leur domaine, tu vois. Moi, dans mes équipes, j'ai toujours eu des Maghrébins, des Noirs, des Chinois, des gens de l'Est, des Syriens, que ce soit à Mm. l'université, tu vois. C'est ça qui nous manque en fait, c'est ce truc-là les moyens et oser aller plus loin, tu vois. Donc, Et c'est pour ça que moi, je comprends pas les suprémacistes, hein. Euh, de dire qu'il y a une hiérarchie, genre il y a des peuples qui sont plus intelligents que d'autres, c'est complètement absurde, c'est hein. juste Ça une se question voit de dans la moyens. réalité. C'est juste une question de Ça se voit moyens. dans la réalité que voilà, tout le monde est intelligent et parfois.
bah, les gens les plus intelligents, c'est pas forcément les personnes qui, en tout cas de vue, hein, sont des Français de souche ou des Européens de souche, hein. Et c'est pour Bah, ça en que les fait, entreprises, et c'est pour ça que les entreprises d'ailleurs, elles, c'est pas un dogme, hein. C'est pas un dogme de dire il faut de la diversité, etc. Parce que justement la diversité, ça vient, comme voilà, un peu comme j'ai dit, venir ouais. enrichir quelque chose qui préexistait. Après, il y a de la bonne diversité et la mauvaise, hein, après. Ah, Mais en tout cas, au travail, on essaie de développer la bonne diversité, prendre ce qui est bien et différent ouais. voilà, de ce qui est établi dans l'entreprise. Ouais, parce que moi je l'ai vu, tu vois, j'avais à l'université mon binôme, c'est un réfugié syrien. Et en fait, il est arrivé super tard, genre à 30 ans, donc il devait refaire le master et apprendre le français, vraiment tout refaire depuis le début. Et en plus en master, donc c'était assez compliqué dans un truc en informatique. Et franchement, il passait toute sa journée à étudier, tu vois. Enfin, moi, il m'a inspiré de ouf. Du coup, je faisais comme lui et franchement, ça a donné de très bons résultats. Mais en fait, il avait que ça, tu vois. Il réussissait pas ses études, il pouvait pas aller plus loin dans sa vie. Et du coup, il s'est mis un objectif, il a fait que ça. Il est devenu le top 10 de la classe, tu vois. Alors que quand je l'ai connu 2 ans avant, il connaissait même pas ce que ça voulait dire, je sais pas moi, algorithme ou un truc comme ça en français, tu vois. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que c'est justement en fait la différence. C'est qu'il y a des gens qui, même s'ils sont en France, ils ont tout, etc., qui réussissent dans leurs études et tout, et qui font de très belles choses. Mais quand c'est par obligation, c'est là où tu vas encore plus loin, tu vois. C'est là où tu vas plus loin parce que si tu fais pas ça, tu manges pas. Alors que si tu es à l'aise et tout, voilà, tu vas rater deux, trois examens, c'est pas grave. Moi-même, j'étais dans ce cas-là, tu vois, alors que C'est ça. Mm. donc c'est ça la différence, et c'est ça qu'il faut promouvoir, et c'est ça, et t'as raison, c'est ça que les entreprises cherchent, elles cherchent la belle histoire, on va dire. Parce que ils savent que quelqu'un qui a une histoire compliquée, bah, il va toujours s'adapter. Il va s'adapter à tout, etc. Donc voilà. Rapidement, on passe du coup à la prochaine thématique, et c'est la dernière. Donc là, ça fait 1h20 qu'on est là. Bon, ça va, c'est pas trop tard. Mais on va essayer de raccourcir par rapport à la dernière fois. Et la dernière thématique, c'est musique. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane, Monsieur Obrazor? Ah là, le négatif, c'est que la musique, c'est la séduction. C'est la séduction. Ça te fait danser, ça te fait te rapprocher des autres. Et après. et- Moi, Non, j'appelle la musique, je je te l'appelle dévergonde, mais. le langage commun de l'univers, tu vois. Ouais, mais là, tu parles de musique, on va dire. Comment dire, qui te parle. Après, il y a Non, la toutes les musique. musiques, toutes les Oh, toutes. musiques. Tu veux dire Toutes le les musiques zouk, parlent à tout le monde. Oui, bien sûr. tu veux dire quand tu zouk en soirée, Bien ça sûr. s'ambiance et tout. Bah quoi, on fait partie de l'univers, donc c'est des vibrations, c'est des notes, tu vois, c'est un langage très spirituel, moi j'ose dire, mais que ça soit zouk ou techno ou rap ou gnawa, pour moi c'est tant que ça crée de l'émotion, euh, pour moi c'est divin, tu vois. Effectivement, effectivement. Effectivement. Bah, t'as presque tout dit en termes de positif. Parce que sincèrement, oui, en fait, la musique, c'est. En fait, de fois, j'ai tendance à beaucoup écouter les choses, beaucoup écouter des vidéos YouTube. Voilà, des gens qui parlent, des sujets qui sont intéressants, etc. Mais j'aime aussi, en fait, avoir juste la musique. Parce que, comme tu as dit, c'est un langage. Et c'est un langage particulier. Et voilà, ça vient tout de suite à l'émotion, en fait. Ouais, Alors que bah, discuter, etc., c'est surtout l'intellect. C'est surtout voilà, réfléchir. Alors que quand tu es dans la musique, voilà, tu peux même voyager, en fait. bien sûr. Et je m'étais même dit, parce que des fois, je me questionne dans des questions un peu bizarres, genre des dilemmes scientifiques. C'est si je devais garder qu'un sens ou si voilà.
si on m'enlevait un sens, entre guillemets, bah, je ferais tout pour on m'enlève pas l'ouïe, pour que je puisse écouter de la musique. Rien que ça. Ouais. Non, mais au-delà de ça, la musique, ça. Je sais pas, moi j'ai une de mes passions, c'est d'aller à des concerts, tu vois. Aller voir des shows, enfin, que ce soit des concerts ou même des soirées un peu techno, etc. Euh, je trouve que comme, enfin, le pouvoir de rassembler les gens, il est incroyable, tu vois. Rassembler autant de gens, qu'ils soient réceptifs ou pas, en fait, à la musique. Rien, même si t'as une musique, rien à voir, tu vois, genre, je sais pas, moi j'aime pas trop, je sais pas, tout ce qui est dark metal ou quoi, même si c'est juste que je connais pas, j'aime pas dire le mot j'aime pas, c'est juste que je connais pas, mais quand je vois l'ambiance que ça met, etc., ça me met c'est la même chose, tu vois, ça me met cette énergie autour de moi, je sais pas, cette chaleur, cette ambiance, et c'est ça que je trouve fou, et aucune religion ne pourra rivaliser avec ça. En tout cas, pas en faisant, enfin, pas en utilisant la peur, etc. Donc, non, non, la musique, c'est incroyable. Et du coup, de négatif. Ah, je t'en ai parlé au début, la séduction. Ah oui, la séduction. C'est la tentation. Ouais. Non, mais voilà, il y a très peu de négatifs dans la musique. Bon, faut qu'elle soit Non, mais bien. attends, En fait, attends, j'ai il peut y pas, avoir une. t'as pas compris Pardon? toute la question. Qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane? Ah, oui, mais c'est pareil, parce qu'on te dit pourquoi ne pas écouter de la musique? Parce que c'est la séduction du diable, c'est le malin, Ah oui. c'est danser proche d'autres personnes, c'est de se dévergonder, associer d'autres choses, hein, associer bah, des produits. Euh, voilà, En tout cas, dans la région, c'est mal vu, là. Mais dans une société musulmane, après, ça dépend du degré de la société musulmane. Généralement, la musique, ça passe, hein. Parce que Hmm. Toi, même dans l'islam, t'as jamais entendu la musique Sahara? si, mais ce que je veux dire, après, il y a une forme de musique aussi qu'on utilise dans l'islam, hein. Oui, oui, Euh, le dub, ça s'appelle, genre juste les basses, quoi. voilà, voilà, donc même dans la religion, la musique est positive quand même. Bah, tu sais, tu vois, dans le Coran, il y a 4 livres sacrés, donc la Torah, la Bible, le Coran, et le quatrième, c'est quoi? Ça s'appelle Zabor. Zabor, c'est ce que ça veut dire, j'ai regardé rapidement. Ça vient de mizmar, en fait, de musique, en gros, d'un instrument de musique qui est un peu genre une sorte de flûte. Et en fait, c'est un livre qui est très peu connu dans le monde musulman, alors que c'est quelque chose qui fait partie du Coran. Et ça m'a toujours intrigué, tu vois. Bah, tu sais que moi, je le connaissais pas avant que tu m'en parles. Ouais, bah, cherche dessus, tu verras. Moi, j'ai pas cherché plus que ça, j'ai vu juste la page Wikipédia, mais c'est très intéressant. Moi, si je peux compléter, du coup, parce que voilà, j'ai vécu dans une société musulmane, et du coup, surtout que j'étais passionné de musique, donc effectivement, il y a beaucoup de positifs de la musique, dans la musique, en tout cas même dans une société musulmane, il y a beaucoup de groupes, comment dire, de genres de musique différents, que ce soit le gnawa, le blues touareg, tu vois, la musique orientale, la musique algéroise. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de genres de musique, l'andalou, qui sont sortis de notre culture musulmane, et heureusement, tu vois. Par contre, le négatif, c'est effectivement, c'est que c'est pareil avec la santé, avec le sport, avec tout, c'est que les moyens, ils sont pas mis du tout au-dessus, tu vois. Moi, j'avais de la chance parce que quand j'étais là-bas, il y avait une ministre de la Culture qui était assez ouverte par rapport aux concerts, etc. Donc, on avait plein, je sortais souvent. Et la plupart du temps, c'était pendant le Ramadan d'ailleurs, le soir. Mais le reste de l'année, ou même ces dernières années, les musiciens, ils fuient. Ils fuient, même les musiciens connus, hein. Ils fuient de ce pays, quoi. Parce qu'il n'y a rien qui est mis enfin, par contre, oui, le rail, des trucs comme ça de musique. Parce que effectivement, il y a quand même de la musique qui n'est pas non plus très clean.
Mais je juge pas, hein, ça c'est en tout cas l'avis des gens. Euh, qui est beaucoup plus propagée, soutenue que de la musique vraiment culturelle, du gnawa, de la musique algérienne, du rock. Alors là, n'en parlons même pas de la techno, des trucs comme ça, hein. Ça, y a vraiment rien du tout dessus. Donc c'est triste. Et du coup, c'est pour ça que depuis que je suis venu en France, je vais voir tous les lives que je peux, tu vois. Et pendant le Covid, j'étais déprimé par rapport à ça. Donc ouais, c'est intéressant comme sujet, moi je trouve. Et la musique, c'est le langage commun, hein. Donc faut pas jouer avec ça, hein. Donc, rien que quand tu regardes un Et film, une série. c'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, les films captivants, t'as une scène, bah, tout de suite la Ouais, musique te met dans la scène. C'est une scène triste, bah, tout d'un coup, t'as la musique qui va tout d'un coup bah, te mettre, même si tu vois pas grand-chose, hein, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Juste un petit son et bah, tu sais que c'est une scène qui va être triste ou voilà. Après, tu peux jouer. Moi, j'aime bien les réalisateurs qui jouent avec le son. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. ouais, bah, quand tu vois Game of Thrones, tu vois, je sais pas, les grandes séries comme ça, leur musique, Westworld par exemple, en plus c'est le même musicien, Rami Djawadi, je crois. C'est incroyable. Il utilise des instruments qui font vivre chaque scène avec plein d'émotions. Vraiment, c'est ouf. Donc, non, non, c'est intéressant. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour de la musique. Bah, merci beaucoup, monsieur Obrazor. C'était vraiment cool d'échanger avec toi. Je pense que je serais ravi, vraiment ravi de te réinviter à un de ces quatre pour qu'on parle de sujets un peu plus en détail, parce que là, voilà, on a fait cinq sujets, on n'a pas non plus toute la soirée. Surtout que voilà, cet épisode, il va aussi être publié dans un format podcast dans toutes les plateformes. C'est même disponible si vous n'avez pas d'abonnement quoi, gratuitement sur mon site que je partagerai dans le chat. Pas dans le chat, pardon, dans la description. Du coup, voilà, donc merci beaucoup, Brazor. Est-ce que tu as un dernier mot? Bah, du coup, euh, pareil, une petite tradition que j'aimerais mettre en place dans cette émission. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote par rapport à une des thématiques qu'on a vues, personnelles ou autour de toi? Wow. Une anecdote. Je me souviens plus des sujets. Il y avait la musique. Musique, science, être LGBT, relations familiales et sécurité. Tu choisis, hein. Ou sinon, tu peux dire j'ai Allez, rien à raconter. C'est comme tu veux. en fait, j'ai pas grand-chose à raconter parce que si je me commence à raconter quelque chose, on en Ouais, a pour longtemps. ouais, Donc bah du peut-être coup que c'est ouais, bon. ça sera pour la prochaine fois. Ouais, de toute façon, t'as raconté au début, donc c'était assez pas. Ouais, Je m'auto-invite pour la prochaine, pour une des prochaines. une des prochaines. Ouais. Et du Bah coup, bah, du coup, je te euh, remercie également, Nas. Je suis bah, très content de participer à ton émission, ton podcast et ouais, ton voilà, Twitch. bah, franchement, moi, ça me fait plaisir. Et du coup, est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, notamment pour les pré-apostats, comme je les appelle, tu vois, pour les gens qui doutent, qui ont du mal à passer le cap, tu vois, est-ce que tu as un petit truc à laisser? Bah, moi, je conseille en fait à toute personne de vérifier par elle-même certaines choses. Parce qu'on peut faire confiance à des personnes charismatiques qui ont une bonne éloquence, qui parlent bien et qui posent bien leur sujet. Mais parfois, voilà, ouais, pour être honnête avec soi-même et et si on veut voilà, ne pas se reposer sur un mensonge, bah, c'est bien de vérifier les infos et aussi vérifier la crédibilité des infos qu'on récolte. Et ça permet vachement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à avoir le vrai du faux et aussi ne pas avoir peur de se tromper.
Parce qu'on a tendance, l'être humain a tendance de associer bah, l'échec à la mort, entre guillemets, parce que la nature fait que quand tu te trompes, bah, tu meurs, hein. Mais non, non, il faut se tromper, il faut prendre des risques, parce que c'est ça qui fait avancer au final. Voilà, c'est ce que j'ai à dire à... C'est beau, c'est beau.